Bonjour à tous, ici le Caz, la campagne pour l'édition d'Onyx, mon premier roman se poursuit et c'est déjà un succès planétaire. Vous êtes nombreux à avoir précommandé le livre. En un peu plus d'une semaine, on était déjà à plus de 1200 € de collectés, enfin c'est ouf. Ça fait à peu près 50 bouquins de financés, donc les mots me manquent mais je vais tenter le plus obvious. Merci. Alors, ne tardez pas, si vous voulez votre exemplaire dédicacé par ma modeste patoune, le lien est en description. La campagne se termine le 31 mai, après ça ce sera finito. Faites de ce modeste rêve de voir ce projet édité une réalité et rejoignez-nous dans cette aventure. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, eh bien, fermez vos yeux, prêtez-moi vos oreilles quelques minutes. On est parti pour une petite lecture du chapitre 1. Le gigantesque bonnet de nuages, la couronne, comme l'appelaient les résidents de Persebrume, occultait du matin jusqu'au début de soirée le pic de la montagne. En cette période de l'année, son rayon était si vaste qu'il semblait côtoyer l'horizon, plongeant en fil d'or dans un voile grisâtre, où la lumière peinait à se diffuser, laissant le village baigné dans une semi-pénombre laiteuse et maussade. Quand le soleil entamait sa longue descente et bravait un court instant ce bouclier nébuleux, aucun rêveur digne de ce nom ne s'y dérobait, ne manquait son dernier souffle doré. C'était toujours un événement. Le grand observateur inondait l'horizon de ses rayons, offrant aux hommes quelques minutes pour leur rappeler que son inéluctable retour était prévu pour le lendemain. Le voile, illuminé, dessinait contre le flanc de la montagne un tableau sombre où la majestueuse entité rocheuse semblait patauger dans un marais de volutes brumeuses. Un panorama aux échos d'avertissement, idéal pour dissuader toute âme venue s'y perdre ou s'adonner à quelques rêveries. À Persebrume, seul le soleil était libre d'aller et venir, en empruntant toutefois toujours le même chemin. Il saluait ses sujets, caressait de ses doigts dorés le haut de leur tête pour enfin céder sa place à sa sœur, plus discrète. Cependant, il n'eut pas le temps de compléter son cycle, quand un choc frappa Dwayne à la tempe. Tiré de son imaginaire, le jeune homme détourna les yeux de la fenêtre. L'air hagard, il tapota machinalement ses cheveux châtains, puis sa tunique. Une poudre blanchâtre tapissa le sol de part et d'autre de sa chaise et vint se loger dans les joints et les aspérités du carrelage. De la craie. « On rêvasse encore, Aldanis ?» demanda maître Ferenn, son professeur. « Que vous soyez pressé de sortir passe encore, mais faites au moins l'effort de fermer la bouche. Notre précieux vitrail n'a pas demandé à être embué de vos soupirs. » Ce n'était pas la première escapade mentale de Dwayne durant les leçons. Il lui arrivait fréquemment de trouver refuge dans l'immensité du paysage, échappant ainsi à l'ennui ou au regard des autres. Aujourd'hui, c'était le balai des feuilles virevoltant au gré du vent qui avait monopolisé son regard vers émeraude. La lumière douce du soir illuminait son visage. À 15 ans, il endossait déjà certains stigmates assez caractéristiques de ceux s'étant déjà aventurés dans l'interdit. Jamais pourtant, il ne s'était rendu dans le voile. Depuis le haut de son front, en passant par son œil gauche pour finir à la pommette, une brûlure qu'il traînait depuis son plus jeune âge et dont il ignorait l'origine contrastait avec la pâleur de son visage. Loin d'être un trophée, il avait pris pour habitude de la dissimuler derrière un bandeau, recouvrant ainsi la moitié de son faciès. Un choix ayant fortuitement freiné son développement oculaire, altéré son acuité jusqu'à le rendre quasi aveugle d'un œil. Mais Dwayne n'avait cure de cet handicap, préférant mystifier derrière ce tissu, un complexe plus grand. Et c'est ainsi que l'éveil à l'élémentiel est en quelque sorte votre premier examen aux yeux de la montagne. Pour ma part, j'avais 12 ans quand j'ai été touché par le vent, termina maître Ferenn. La plupart des élèves écoutaient distraitement, ayant déjà été touchés par l'appel d'un élément. Ils savaient ce que c'était que de ressentir le toucher de l'une des 4 essences susceptibles d'aiguiller leur choix à venir. Feu, eau, vent ou terre. Chacun avait sa propre anecdote à raconter, qu'il s'agisse d'un éternuement ayant repoussé une chaise, d'un verre rempli par la seule force de la pensée ou de la combustion soudaine d'une feuille de papier durant la dictée hebdomadaire. Tous avaient leur histoire. Tous, sauf Dwayne. Manipuler l'un des 4 dons de la nature n'était pour lui rien d'autre qu'une utopie. Dwayne se situait au milieu de ces points cardinaux, demeurant constamment inaccessible. Pour lui, les histoires entourant l'éveil étaient comme des légendes,
des mythes qu'il avait appris à retenir, mais qu'il peinait à s'approprier. Il était l'un des rares éteints, comme on les appelait, ceux n'étant pas capables d'élémencie. Certes, ce n'était que provisoire et Dwayne le savait. Mais dans la mesure où l'éveil apparaissait quasi exclusivement pendant la puberté, lorsque les hormones sont en ébullition, le terme « éteint » était dans les esprits les plus acerbes souvent associé à l'immaturité. Il y avait un mot pour définir cette dernière, un adjectif que l'on destinait en général aux très jeunes enfants. Et il n'était pas rare que Dwayne en fasse les frais en se voyant affublé de ce même sobriquet. Nébule. Depuis sa droite, résonnant dans la salle de classe, un ricanement qu'il ne connaissait que trop bien se démarqua du brouhaha général. C'était Kael Tendor, l'un des élèves qui, depuis quelques années, avait pris pour habitude de régulièrement lui jeter l'opprobre. L'année précédente avait, pour le jeune éteint, été relativement pénible. On l'avait enfermé une nuit dans la salle de classe, volé ses affaires, bousculé dans les couloirs. À chaque fois, Kael, ce garçon à la chevelure blonde, ardente comme le feu et aux yeux gris, était à l'initiative et menait le cortège. Dwayne pensait qu'avec le temps, le jeune homme se serait lassé de jouer les tortionnaires, qu'il aurait mûri pour revêtir un masque plus empathique à son égard. Mais, à son grand désarroi, les violences étaient montées d'un cran, à tel point que cette année avait été un véritable calvaire. Kael maîtrisait parfaitement l'élémencie, usant à plusieurs reprises de cette dernière en brûlant ses vêtements, ses mains, ou en le menaçant d'attenter à sa chaumière. « Alors, le Nébule, on peut savoir ce que tu cherches là-bas » Kael pointa l'horizon du doigt. « Un petit bain de brume, peut-être » En réponse, Maître Ferren lui décocha à lui aussi un morceau de craie en plein front. Le professeur n'avait eu qu'à plisser des yeux pour que le bâtonnet de calcaire ne quitte le petit pot qui reposait sur son bureau et ne fuse en direction de Kael. Aux côtés du ciblé, X, un solide gaillard, cheveux noirs, au physique athlétique, riait sous cape tandis que sa voisine, Astrid, soufflait sa désapprobation. Avec Kael, tous trois étaient inséparables. Dwayne soupira, feignant, comme à son habitude, d'ignorer leur présence. Kael, fils du plus puissant dompteur de brume, était un garçon qui jouissait d'une certaine aura auprès des autres élèves. Mieux valait donc ne pas le contrarier, sous peine de se voir davantage attirer les foudres de ses admirateurs. Seule Astrid osait tempérer les ardeurs du jeune adolescent, et n'hésitait pas à montrer les crocs lorsqu'il fallait le remettre à sa place. Elle seule avait le pouvoir de bousculer l'ego de Kael sans accuser de représailles. La jeune fille aux longs cheveux argent avait en effet coutume d'intervenir en faveur de Dwayne, de faire tampon entre le jeune impuissant et ses bourreaux, ne manquant jamais de lui adresser un petit sourire gêné ou un regard complice. Astrid était l'amie d'enfance de Kael et, fort heureusement pour Dwayne, n'était pas particulièrement friande de ses envolées d'orgueil. Cette fois-ci, encore, elle attrapa discrètement le bras du blondinet et le tira d'un coup sec. « C'est bon, arrête, laisse-le tranquille » murmura-t-elle, ses yeux turquoises intenses, aussi profonds que les abysses, exprimant une douce réprimande. Se méfier de l'eau qui dort, pensa Dwayne, alors qu'il assistait de loin à la scène. X se contenta de rire en tapant exagérément du poing sur la table. Le professeur, captant le désordre, leva les mains, réclamant le silence. « Monsieur Kael, pourriez-vous peut-être expliquer à la classe la différence entre un éveil aurore et un éveil crépusculaire ?» Kael, pris au dépourvu, bégaya. « Eh bien, un éveil aurore, c'est quand on se réveille tôt ?» L'inflexion dans la voix de Kael laissait sous-entendre qu'il répondait davantage à une question par une autre. La classe éclata de rire. Maître Ferren leva un sourcil et soupira. « Votre perspicacité me foudroie, d'autant plus que vous n'avez pas complètement tort. » Le professeur tendit le bras et récupéra à distance le morceau de craie qui, depuis le carrelage, fila en direction de sa main. Il l'attrapa au vol avant de se retourner pour écrire au tableau. Ce sont des termes un peu oubliés aujourd'hui. Un éveil aurore se produit généralement avant l'âge de 12 ans. Il indique une forte affinité avec l'élément, mais peut aussi signifier une plus grande instabilité. À l'inverse, un éveil crépusculaire, extrêmement rare, des têtes se tournèrent vers Dwayne, alors que le professeur avait inconsciemment marqué un temps d'arrêt. Survient après 14 ans. Il peut signifier une maîtrise plus lente,
mais aussi plus puissante de l'élément. « Ouais, enfin, 14 ans ou plus, faut pas être trop pressé, relança Kael en se retournant vers Dwayne, quelques rangées plus loin. X pouffa de nouveau, cette fois suivi par Astrid et d'autres. Dwayne restait impassible, les yeux fixés sur son pupitre. Que l'on se moque de lui au sujet de sa condition le laissait de marbre. Certes, il chérissait l'arrivée de l'éveil, mais non pas pour refermer quelques clapets médisants, mais pour prétendre à poursuivre un rêve qui l'animait. Sans affinité élémentaire, sans maîtrise de l'élémentie, il ne pourrait rejoindre ceux que l'on appelait les dompteurs de brume, soldats de Percebrume et seuls brumiens formés à parcourir le voile. Les cloches de l'école retentirent. Les élèves se levèrent précipitamment, impatients de savourer les quelques minutes de liberté restantes avant de regagner leur foyer. Dwayne rangea lentement ses affaires. Au vu de sa conjoncture, cette journée ne s'était pas si mal déroulée. « Ne soyez pas en retard demain, Lady Hélion déteste attendre », avertit maître Ferren dans l'effervescence générale. Astrid profitait du moment pour s'approcher de Dwayne, une expression sincèrement désolée sur son visage, sa robe, blanche et rouge, balayant l'espace avec une certaine douceur. « Ça va ?» demanda-t-elle timidement. Dwayne haussa les épaules, un sourire exaspéré sur les lèvres. « Voyons voir, ton petit ami n'a toujours pas trouvé d'autre moyen que de me piétiner pour briller, au point même que le professeur se sent obligé de prendre mon parti, et maintenant j'attire même la pitié des filles de ma classe. Ma foi, il fait beau, c'est une belle journée. »« Ce n'est pas mon petit ami !» rétorqua-t-elle, l'air sévère. « Écoute, je sais que ce n'est pas facile, car elle est stupide, mais... » « Astrid, s'il te plaît. » Coupa net le jeune éteint. « Tu n'as rien à justifier, cela fait 3 ans, j'ai l'habitude. Et tant que je ne formerai pas de bourrasque, de flamme ou un truc susceptible de lui tenir tête, ton ami ne me considérera jamais. » Le constat était grave, mais si juste qu'Astrid acquiesça en silence. Elle se pencha néanmoins et ajouta à voix basse. « Je ne pense pas la même chose. S'il te plaît, ne me déteste pas. »« Ça va, tout va bien, ne t'inquiète pas. » dit-il en s'empressant de lui tourner le dos. Il était sur le point de passer la porte quand il fut coupé dans son élan. « Salut, tu sais, pour ton éveil, je suis sûr que quand il viendra, ce sera quelque chose de spécial. » L'interpella Kenna, une jeune fille au teint mat, arborant de longs cheveux noirs ondulés. Sa mère était membre du conseil royal, ce qui en faisait naturellement l'une des coqueluches de la classe. Autre fait poussant Dwayne à s'en méfier tout particulièrement, Kenna était réputée pour être une véritable commère. « Qui sait, je vous raconterai ça demain, peut-être » ironisa le jeune éteint qui, agacé, n'était pas dupe. Quelques minutes plus tôt, la jeune fille riait aux éclats suite aux interventions de Kael. Dwayne s'empressa de franchir la porte, tête baissée, refusant de croiser le moindre regard supplémentaire. À peine avait-il quitté le bâtiment scolaire qu'il se trouva submergé des effluves et bruits caractéristiques de Fildor. Le village était niché à la lisière d'une forêt dense, plongeant dans les abîmes du voile. Un immense mur de bois, le rideau de mélèze, marquait la séparation entre les deux zones, traçant une ligne concrète entre la vie et la mort. C'était non loin de ce rempart, au plus près du voile, que se tenait la garnison, le siège des dompteurs. Les bâtiments de Fildor, principalement en pierre et en bois, étaient disposés en cercle autour de la montagne, formant une immense ceinture protectrice. Fildor se décomposait en 4 zones, dont les habitants étaient au cours de l'année peu destinés à se rencontrer. L'Adret, l'Ubac, l'Est et l'Ouest. Dwayne et ses camarades de classe vivaient dans la région Adret du village, l'endroit où la température était la plus douce et où se concentrait la majeure partie de la population. Dwayne prit une grande bouffée d'air, remplissant ses poumons du parfum riche de la terre et des arbres. L'odeur du feu de bois se mêlait à celle du pain frais, un cadeau offert par la grande boulangerie de la place, appartenant à la femme d'Anator Ferren, son professeur, qu'il avait coutume d'appeler maître. Le murmure des conversations, les éclats de rire des enfants jouant dans les rues se mélangeaient harmonieusement avec le tintement des cloches et les bruits des sabots des animaux de pacage. Dwayne s'engouffra dans un chemin de terre battue, passant devant de nombreuses échoppes. La forge Galadane, où l'on pouvait entendre le martèlement du métal sur l'enclume, l'herboristerie de Enola Frey, dont l'entrée était ornée de plantes séchées et d'herbes, et enfin la taverne, le Flocon,
dans laquelle Astrid donnait un coup de main à ses parents pour assurer l'intendance et le service. Dwayne s'arrêta un instant devant l'édifice. De l'extérieur, on pouvait encore entendre les rires et les chants des villageois. Il se remémora ses soirées passées à servir la fameuse aiguille d'or, ce breuvage aux notes résineuses et herbacées, élaboré à partir de bourgeons de sapin. C'était un travail épuisant, mais il avait pu, grâce au tenancier, le père Remdol, mettre quelques sols de côté, avant de, malheureusement, essuyer un renvoi. C'était il y a environ 3 ans, alors que Dwayne était de service. Un homme, venu de Lubac, le côté nord de Persebrume, où régnaient les froids les plus vigoureux, s'était arrêté au Flocon. L'homme était un soldat, un dompteur de brume, et était accompagné des 3 membres de son unité. Lorsqu'un dompteur s'arrête dans un commerce, la loi impose à leurs hôtes de leur livrer quelques privilèges, un service sur mesure ou encore des remises sur facture. Dwayne avait déjà à cette époque l'ambition de rejoindre ce corps armé, non pour les privilèges commerciaux qu'ils obtenaient, mais pour parcourir l'inconnu. Il fixait donc avec envie et respect le groupe d'hommes dont il ignorait tout. Néanmoins, son regard avait viré rouge lorsqu'il avait vu le principal intéressé renverser volontairement sa chope de bière par terre, ponctué bien entendu des rires de ses camarades. Astrid, diablement efficace, s'était aussitôt précipitée pour lui en servir une autre. Mais alors que la jeune fille, seulement âgée d'une 12aine d'années, épongeait frénétiquement le sol, en guise de remerciement, le soldat, en toute impunité, lui vidait sur ses cheveux argent l'aiguille d'or fraîchement rapportée. Dwayne était alors intervenu. Il avait arraché des mains d'Astrid la serpillière encore ruisselante de bière pour enfin la jeter en plein visage du soldat. Ce dernier s'était levé, avait giflé le jeune homme pour ensuite convoquer le patron de l'établissement. « Ce rat travaille-t-il pour vous ?»« Oui, monsieur », avait répondu le tenancier. Carner Remdol, le père d'Astrid, était un homme profondément juste, tout autant connu pour sa droiture que pour la qualité des breuvages qu'il servait. « Du moins plus maintenant. Dois-je vous faire apporter une nouvelle chope ? C'est la maison qui invite. » Astrid avait voulu intervenir, mais son père lui avait sommé d'un regard noir de ne pas ouvrir la bouche. Le soldat s'était immédiatement réinstallé. « Et voilà comment boire à l'œil, mes amis. » Dwayne n'avait plus jamais remis les pieds dans l'établissement. Cette expérience, cette injustice, lui avait certes laissé un goût amer, bien moins agréable que celui de la chope dont il avait une fois en cachette ingéré le fond, mais avec du recul, il n'en voulait à personne d'autre que lui-même. Le Flocon était tout ce que la famille Remdol possédait. Un scandale avec un dompteur aurait érodé la réputation de cette famille et donc menacé la pérennité de la taverne. Poursuivant son chemin, Dwayne monta vers les alpages, où les agriculteurs menaient leur bétail pour la transhumance. C'était une période très attendue, où le bétail, après avoir passé l'hiver dans les vallées, était conduit vers les pâturages d'altitude pour profiter de l'herbe, fraîche et abondante. Vaches, moutons et chèvres y broutaient paisiblement sous le regard vigilant des bergers. Les animaux, nourris de cette herbe riche, produisaient un lait de grande qualité, utilisé pour la fabrication de délicieux fromages. Un peu plus haut, mais trop loin pour y faire une escale, Dwayne apercevait l'entrée des mines. C'était un lieu de labeur, où les mineurs s'enfonçaient dans les entrailles de la montagne pour y extraire du minerai précieux. Les mines constituaient également le seul point d'accès au cachot que les habitants de la montagne appelaient le cœur. C'était pourquoi l'accès aux mines, sécurisé par plusieurs points de contrôle, était interdit au public. Le jeune homme déambula à travers les ruelles sinueuses du village, rendant à chaque visage familier sa marque de courtoisie en inclinant la tête. Tout le monde se connaissait dans la fourmilière de l'Adret. Chaque mariage était une fête et chaque naissance une célébration. L'harmonie qui régnait entre les habitants était maintenue à flot par l'équilibre entre les éléments constituant leur essence. La vie de groupe était orchestrée par une danse où chaque pas, chaque mouvement découlait largement des affinités élémentaires. À commencer par les élémentiens de la terre, les opsis. Ces forces de la nature étaient enclines à s'orienter vers des métiers tels que le minage ou l'agriculture. En comparaison aux 3 autres éléments, les opsis jouissaient de la plus grande faculté de récupération sur le plan physique, faisant ainsi d'eux les rois de l'endurance. Les élémentiens du feu, les jaspis, étaient prédisposés à rejoindre des professions telles que forgeron ou encore cuisinier. De plus, le feu était l'élément le plus efficace des 4 sur le plan offensif, faisant de lui la meilleure réponse aux hostilités venant du voile.
Certaines familles possédant un fils ou une fille fraîchement touchés par un éveil ardent recevaient la visite de soldats afin de l'enrôler en tant que nouvelle recrue. En effet, la profession de dompteur n'avait, depuis quelques années, plus le vent en poupe. On préférait au risque encouru dans le voile le confort de la montagne. Enfin, une petite partie des élus du feu possédaient à l'instar de l'endurance chez les Opsis, eux aussi un talent inné, communément appelé l'œil de rubis. Un don de Nyctalopie. Les adeptes du vent, les Malakis, s'orientaient vers des voies de messagers, de vigies ou de chasseurs. Spécialistes dans le domaine de la mobilité, ils possédaient le flair, un odorat inégalable, très pratique pour suivre une piste ou encore percevoir les variations climatiques. Enfin, les élémentiens de l'eau, les Safis, étaient souvent décrits comme le poumon du village. Maîtres de l'élément vital, leur présence apaisante était un baume pour l'âme. Quand ils ne mettaient pas leur talent au service de la médecine, ils étaient appelés vers d'autres voies, tout aussi essentielles. Que cela soit en pêchant des poissons avec une aisance déconcertante, en irriguant des cultures ou en concoctant des décoctions affinées, ils étaient des piliers de la communauté. Leur don unique pour l'élémentie curative représentait non seulement leur plus grande force, mais également leur plus grande tare. En effet, les toxines présentes dans le nuage du voile altéraient l'eau qui se déversait dans leur corps, la souillant de manière irréversible. Les élémentiens de l'eau, chanceux d'avoir survécu au voile, étaient à jamais appelés viciés, un statut qui annihilait toute faculté de prodiguer des soins. Néanmoins, à Persebrume, aucun individu n'était enfermé dans un destin tout tracé. Les éléments, bien que conditionnant souvent des aspirations résultant de facilités innées, ne régissaient en aucun cas le libre arbitre de leurs manipulateurs. Si la nature faisait souvent des choix qu'il était judicieux d'écouter, il n'était pas rare de voir quelques écarts de conduite mener à une tout aussi grande réussite. Au cœur du marché animé, Dwen, le front plissé, scrutait la foule à la recherche du fameux marchand d'encre, le liquide opaque indispensable à la restitution écrite de ses laborieuses études. Dans ce paisible village, l'art de sa fabrication était célébré, transmis de génération en génération avec la même ferveur que l'on réservait aux plus nobles traditions. Les artisans maîtrisaient l'alchimie délicate du charbon de bois, consumé avec soin au sein d'un brasier surveillé. Ils mélangeaient ensuite le résultat à l'eau la plus pure de fil d'or, celle qui chantait en dévalant le flanc ouest de l'immense montagne. La gomme arabique, un exsudat de sève d'arbre, servait enfin de liant, permettant à l'encre de coller au papier et de traverser les âges. Monsieur Dwen. C'était la voix de Monsieur Brelan, l'incontournable marchand d'encre. Ce petit homme, rond et jovial, était une figure emblématique du village, autant connu pour la pureté de sa production que pour sa résilience à l'alcool lors des soirées organisées au Flocon. Dwen n'avait jamais assisté à tel spectacle, mais, selon les dires de Bunyan, son grand-père, jamais le Flocon n'avait eu raison de la sobriété de cet homme. « Bonjour, monsieur Brelan, un flacon, s'il vous plaît. » Dwen pointa du doigt un des petits récipients en présentation dans la vitrine du marchand. « La meilleure encre qui soit !» ponctua monsieur Brelan enjoué. Après s'être acquitté de quelques sols, Dwen saisit le petit paquet que lui tendait le marchand. Il longea ensuite le potager des Valfroy, les parents de Damian, un élève de sa classe plutôt discret, mais particulièrement loquace lorsqu'il était question d'astrologie. En s'éloignant du tumulte du marché, Dwen sentit la brise du soir caresser son visage. Portant son regard vers les hauteurs, il imagina distinguer à travers l'épaisse couronne de nuages la silhouette d'Azuréa, la citadelle. Perchée là-haut, comme une étoile invisible, inaccessible, elle veillait sur le monde d'en bas. C'était là que siégeait son roi, Élémer II, un monarque auréolé de mystère, flanqué de son non moins célèbre conseil, l'Ordre de la Montagne. Ces 9 élémentiens de génie formaient le pilier sur lequel reposait le pouvoir et l'organisation du royaume. Pour Dwen, toutes ces figures restaient jusqu'à ce jour des ombres lointaines, des légendes contées au coin du feu. Néanmoins, il allait bientôt avoir l'occasion de les rencontrer. C'était sa dernière année d'études, et le roi avait depuis quelque temps coutume d'inviter toutes les jeunes pousses de son royaume à la citadelle, afin de passer un test. Une cérémonie obligatoire symbolisant leur passage à l'âge adulte. À la simple pensée de cette perspective, le cœur de Dwen se serra dans sa poitrine.
Un mélange de stress et d'impatience serpenta le long de sa colonne vertébrale et laissa place à un frisson incontrôlé. Azurea attisait bien des convoitises et faisait naître une myriade de rumeurs parmi les plus jeunes du village. Au moins la moitié des camarades de classe de Dwayne aspiraient à accéder un jour à ses remparts, à rejoindre l'entourage privilégié du roi. Mais Dwayne n'était pas de cela. Il ne laissait pas son esprit se perdre vers les hauteurs. Plus encore, il ne comprenait pas comment on pouvait vouloir s'isoler là-haut et fuir l'immensité qui l'entourait, plus bas. Le jeune éteint brûlait de marcher sur les traces laissées par ses parents, des dompteurs disparus tragiquement en pleine mission, alors qu'il parcourait l'épais manteau orographique. Cette situation particulière faisait de lui un orphelin, un rejeton du voile, comme on le surnommait, ce qui n'arrangeait rien pour faciliter son insertion sociale. La promenade de Dwayne touchait à sa fin. Il emprunta son quotidien petit chemin de terre, longeant de modestes chaumières dont il connaissait chaque résident. L'allée était à cette heure-ci jonchée de torches, épaulant les quelques lueurs du soleil, précédant les nuits froides de cette saison. Il avait grandi ici, dans ce coin reculé de l'Adret, seul avec son grand-père. Comme l'entraide était forte dans cette portion du village, il n'était pas rare que Dwayne se propose pour faire de petits travaux manuels, ou des courses pour ses voisins. Dépourvu d'éléments-ci, il craignait toujours de se voir relégué à la portion congrue du village. Faire preuve d'altruisme était donc sa façon de se rendre utile et de forger des liens. Le bruit des conversations résonnant dans le bourg était à présent lointain. Il avait cédé sa place au murmure des oiseaux nocturnes et au bruissement des feuilles balayées par le vent. La journée avait été longue. Soudain, à la gauche de Dwayne, un craquement surgit. Les oiseaux s'envolèrent aussitôt des arbres et détournèrent une fraction de seconde son attention. Un malheureux écart qui ne lui permit pas de voir les lianes qui depuis les ombres s'étaient frayées un chemin vers ses pieds. Elles s'enroulèrent autour de ses chevilles avant de les balayer sur le côté. Dwayne s'étala de tout son long dans la poussière, sa tête heurtant de plein fouet un mélange de boue et de mousse. Puis les lianes le hissèrent, tête en bas, le surélevant à seulement quelques centimètres de son point de chute, l'empreinte de son visage encore discernable sur la végétation. L'étau s'était refermé et sa prise ne pouvait être tenue que par une seule personne. Dwayne regarda ses pieds, traçant du regard le chemin menant à la source de ces liens végétaux. La silhouette d'Ix entra dans l'halo formé par les torches bornant le chemin, le bras tendu, le poing tenant fermement la gousse d'une plante. Depuis le fruit, les racines s'entremêlaient dans un amalgame irrégulier. Elles s'étaient allongées, guidées par la volonté de leur manipulateur et avaient été projetées contre leur cible. Contrairement à la pierre, les Opsis ne pouvaient matérialiser la flore, seulement influer dessus. X semblait se délecter du spectacle, ses yeux écarquillés, trahissant sa concentration. De toute évidence, connaissant le Benet, il n'était pas l'instigateur d'un tel stratagème. La plante dont il faisait l'usage à cet instant lui avait été forcément conseillée par un tiers. « Qu'avons-nous là ?» La voix venait de derrière l'apprenti geôlier. Dwayne reconnut instantanément sa signature nasillarde. Dans les pas d'Ix, Kael s'avançait à son tour, tout en nonchalance et en décontraction. Ses cheveux blonds flamboyants, tranchant avec l'obscurité des alentours, étaient aussi harmonieusement coiffés que ceux de Dwayne étaient en pagaille. « Lâche-moi !» Les racines vinrent recouvrir la bouche du prisonnier, le poussant au mutisme. Alors que l'angoisse aurait pu le submerger, Dwayne resta serein. Malgré la situation précaire, malgré l'humiliation potentielle, il refusait de laisser le binôme le voir autrement que maître de lui-même. Son indéniable faiblesse dans l'art de l'élémencie lui avait fait développer une toute autre forme de force. Celle que l'on nomme ténacité était à présent sa meilleure alliée. L'index de Kael s'éleva doucement, décrivant dans les airs de petits cercles parfaits. Il caressait l'air comme les doigts d'un musicien effleurerait les cordes d'un instrument. Dans le sillage de ses va-et-vient réguliers, une étincelle naquit, gagnant en intensité, puis en couleur, jusqu'à devenir une flamme. Cette dernière pulsa, forma un petit anneau dont le balai hypnotique peignait l'environnement d'une teinte ambrée. Des étincelles s'en échappaient par moments, évoquant des lucioles éphémères, avant de s'évaporer définitivement dans l'obscurité. Le petit vortex lumineux projetait sur le visage de Kael des ombres mouvantes, accentuant la gravité de son regard braqué sur sa proie. « Astrid n'est pas là pour te sauver la mise, Nébule », piqua le Jaspi, avant de s'interroger. « Je me demande ce qu'elle te trouve. »
il se tut un instant, faisant virevolter sa petite invocation avant de l'attraper de sa main pour la réduire à néant. Il serait si facile de te transformer en un petit tas de cendres. Personne n'irait pleurer sur ton sort, pas même ce vieux couard avec qui tu vis. L'étreinte d'Eliane perdit en constriction. Dwayne pensa au premier abord qu'X lui laissait le soin de répondre, mais il vit, à la goutte de sang qui perlait sur la lèvre du jeune homme, qu'il arrivait simplement à ses limites. « Astrid est assez grande pour parler à qui elle veut, » rétorqua-t-il. « Si je suis aussi peu dangereux que tu le penses, pourquoi avoir amené ton toutou pour me mettre la camisole ?» Le temps d'un sursaut, la pression d'Eliane se fit de plus en plus forte jusqu'à faire suffoquer Dwayne, mais elle retomba aussitôt. Les racines libérèrent le jeune éteint et vinrent s'échouer mollement sur le sol. Enragé mais impuissant, X tomba sur les genoux, essoufflé comme après avoir couru un marathon. Dans un calme solennel, Kael s'avança, ignorant totalement son acolyte. « Pardonne-moi de t'avoir un peu trop considéré, je pensais que tu serais à même de comprendre. » Soudain, son regard s'embrasa, ses cheveux se dressèrent, ses poings virèrent au rouge vif. Il fulmina en direction de Dwayne, qui peinait à reprendre ses esprits. « La prochaine fois que tu t'approches d'elle, je t'écrase, insecte !» Dwayne sentit jusqu'à son visage la chaleur dégagée par les paumes de Kael. Lorsque son opposant décida de faire demi-tour, la tension retomba aussi sec. Sans un mot supplémentaire, Kael releva X et l'épaula avant de reprendre la direction du bourg. Dwayne se releva, dressant le bilan matériel causé par son inattendue rencontre. Fort heureusement, sa fiole d'encre avait tenu le coup. En revanche, sa tunique était déchirée à l'épaule. Couvert de boue et de taches de mousse, il s'engagea, d'un pas nonchalant, presque à reculons sur le petit sentier qui menait à son chez lui. Une petite chaumière, encore éclairée par un feu de cheminée. Ce n'était pas la première fois qu'il allait avoir à affronter des remontrances. Lorsqu'il rentrait dans cet état, c'était à chaque fois la même rengaine. Avant de franchir le pas de la porte, Dwayne marqua un arrêt. Le bruit régulier de l'acier battu, étouffé par l'épaisse porte en bois, entra en résonance avec son rythme cardiaque. Il jeta un dernier regard en arrière et fit face à l'immense montagne, gardienne de fils d'or. Il espérait, au plus profond de lui soutirer une once de sa force. Mais, comme à chaque fois lorsqu'il invoquait son pouvoir, Percebrume préférait rester muette. D'un silence écrasant, elle toisait du haut de sa superbe un parasite parmi tant d'autres. Un de ses nombreux passagers poussant la porte de ce qu'il osait appeler foyer.